Bonjour, vous écoutez Orbit, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la plateforme Odoo. Moi, c'est Franck. Et moi, c'est Florent. On travaille tous les deux chez Orbit, ça fait plus de 15 ans qu'on fait du Odoo. Avec le temps, on a compris énormément de choses, autant sur la plateforme que sur l'aventure entrepreneuriale. On peut dire qu'on est des vrais experts du sujet, non Franck? Oui, de vrais dinosaures. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait vous partager tout ce qu'on a appris, pour vous aider à y voir plus clair. Alors, dans ce podcast, chaque semaine, on décrypte ensemble un sujet clé sur la plateforme Odoo et ses satellites. On y va? Allez, c'est parti. Salut Franck. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va pas mal. Écoute, la dernière fois, nous avons parlé de reprise de données. J'en reparlais avec un client hier. Donc c'est vrai que, moi ce qui me séduit le plus quand même, c'est, recréer des objets un peu froids dans Odoo, qui coûtent pas cher pour retrouver ces données, en mode archive. Ça fait du sens, c'est économique, ça rend service quand même. Oui, la solution effectivement qu'on avait évoquée et qui me semble la solution la plus économique, si on peut se le permettre. Alors aujourd'hui, on a intitulé cet épisode «Le piège du développement spécifique». Donc c'est vrai que c'est un petit peu moi qui présente les choses comme ça, parce que bon, moi je suis toujours le fonctionnel Odoo Studio, Odoo Enterprise, hein. Moi, je pense qu'on aurait dû l'appeler les 7 pièges du développement spécifique. Mais, je sais pas s'il y en a 7. Donc, J'ai pas la ref, mais OK, d'accord. Du coup, développement spécifique, oui, pourquoi c'est un piège? Parce qu'on l'a vu à de multiples reprises que ça peut être un gouffre financier qui génère aussi, des coûts cachés. Je pense qu'aujourd'hui, on a de moins en moins besoin de faire appel au développement spécifique, mais on pourrait déjà se poser la question justement aujourd'hui, nous sommes en 2024, pourquoi faire du développement spécifique sur Odoo? c'est la vraie question. C'est d'ailleurs la seule vraie question. Je pense que si te manque des features, si tu veux faire des choses que tu n'as pas dans l'outil. Alors après la question c'est est-ce que vraiment dans l'outil il y a des choses qui te manquent? Mais oui, je pense, dans certains cas, ouais. Dans certains cas, oui, après on en a déjà parlé. Avec Odoo Studio, on va déjà faire, pas mal de choses parce qu'on va pouvoir créer des nouveaux champs, on va créer des nouvelles vues, on va même pouvoir faire des processus, relativement complexes avec des actions, automatisées. Donc du coup, dans quel cas, en fait, est-ce que vraiment c'est justifié, de faire du développement spécifique? Moi déjà, pour moi, Studio, c'est déjà une forme de développement spécifique. C'est une forme particulière qui a l'avantage, d'avoir le support de la migration par l'éditeur, on en avait parlé, mais pour moi, ça reste déjà une forme de développement spécifique dans lequel tu dis: «J'assume de créer des écrans ou des règles ou des choses qui sont encodées». Alors certes, c'est pas du code, dans un fichier que je maintiens avec un Git, mais c'est du développement spécifique. C'est le début. Tu as raison. D'ailleurs, on aurait pu aussi intituler, cet épisode, «Les pièges de studio». Parce que, c'est vrai que, Studio, va générer du code, en fait, spécifique et ce code va, nativement être, stocké dans un seul module qui va s'appeler, customization, qui va pas être, surveillé, comme on peut le faire avec un Git, pour avoir des versions différentes, être capable de voir qui a fait quoi, être capable de revenir en arrière. Non, on va avoir un gros pâté, mais dans lequel, on a des limitations, ce qui fait que, on va faire un gros pâté, mais pas trop complexe, sur lequel Odoo, va s'y retrouver, assez facilement. Ouais, en plus, enfin, je pense que le sujet effectivement, c'est pas, la difficulté de Studio, on en a déjà parlé. Mais je voulais juste dire qu'en fait, pour moi, en termes de dézoom, si tu veux, le développement spécifique, c'est pas forcément parce que tu fais du code à la main ou du code avec Studio que c'est ou que ça n'est pas. Le piège du développement spécifique, c'est la façon dont tu l'abordes. C'est qu'est-ce que tu veux en faire? Pourquoi tu le fais? Et qu'est-ce que ça implique, en fait? Et si tu n'as pas compris que faire du développement spécifique, quelle que soit sa forme, ça implique que tu vas devoir faire une maintenance, que tu vas devoir être responsable de cette qualité, que tu vas devoir, faire attention à tous les petits détails. Parce que souvent, au début, je parle pas techniquement, hein, je parle vraiment fonctionnellement. Au début, fonctionnellement, on se dit: «Ah, j'ai juste besoin de», et puis le juste besoin de, beh, il tu pousses un peu les murs pour le faire et puis en fait,
Au début, ça marche, mais un jour ou l'autre, ça coince et parce que ça touche un autre processus que tu avais pas prévu au début, que tu avais pas imaginé et ainsi de suite. Et donc en fait, il y a une maintenance, il y a un coût, il y a des conséquences que tu n'envisageais pas du tout au début et qui, se retrouvent être là. Elles sont pas en soi forcément graves, c'est juste qu'il faut le savoir et c'est ça pour moi les pièges qu'il faut qu'on explore. Tu raison, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête. J'ai envie d'en citer quelques-uns là pour illustrer un petit peu, ton propos. Celui d'un développement spécifique qu'on avait fait, pour un client, qui voulait maîtriser, l'envoi des messages qui partaient d'Odoo, à travers Odoo et à travers le chatter et on avait envie de lui faire une petite fonctionnalité sympa, tu vois? Et pas chère, tu vois? Un petit compte à rebours. Du coup, on a fait un petit compte à rebours, sur le bouton envoi qui cache le bouton envoi pendant, 5 secondes. C'était même paramétrable et après ça, du coup, le message partait. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, alors tu vas dire: «Ouais, on a été nuls». Mais on l'avait pas, imaginé, dès le début. C'est que, du coup, le développeur, il a, fait son petit développement spécifique. Le truc, c'est que la personne, elle cliquait, il y avait le compte à rebours qui se mettait en marche. Pour elle, c'était bon, elle changeait de page et donc du coup, bah, le message, il partait pas. Il fallait comprendre que le compte à rebours devait continuer malgré tout en arrière-plan, dans une autre action, enfin bref, tu vois? Et donc c'est vrai que ça apportait de la complexité sur un truc, qui paraissait mais hyper easy au début, tu vois? C'est-à-dire que souvent on n'envisage pas, la complexité complète de l'univers, je dirais, dans lequel on évolue. Et j'ai un autre exemple en studio pour la peine, comme ça, tu vois, je fais les 2. Donc, pour une cliente, je pense que j'en ai déjà parlé parce que, c'est, des accès automatisés, assez sympas qu'on a créés pour elle qui lui permettent en fait de créer automatiquement des projets des tâches, mais de les placer dans le temps, ce que Odoo fait pas, nativement en fait, donc, de mettre des dates sur des tâches et cetera. Et en fait, bah, pareil, tu dis: «Bon, bah, voilà, on crée une action automatisée, à la validation du devis, on lance l'action automatisée» et après en fait, il y a plein de cas que tu avais pas prévus, c'est, «Ah ouais, mais en fait, mon devis, je l'ai validé, mais en fait, je l'ai remis en brouillon et donc du coup, après, je le revalide» et donc là, pam, ça pète parce que voilà, il faut mettre des garde-fous, des ifs, tu vois? Pour faire, un peu, le barbare pour que ton script, il se déclenche que dans un cas particulier et donc en effet, souvent, il y a des cas particuliers que tu découvres, une fois, que c'est soit vraiment très bien testé, soit en prod. Oui, parce qu'en fait, c'est très dur d'envisager l'intégralité de tous les cas qui peuvent arriver. Très souvent, et moi le premier, tout le monde, hein, on est tous pareils. C'est comme ça qu'on fonctionne. On a tendance à voir le cas d'usage qu'on a, puisque c'est normal, c'est celui qu'on a sous la main, donc on se l'imagine assez bien. Et on n'a pas forcément tendance à envisager quelles sont toutes les actions qui pourraient être faites, même si elles n'ont pas vraiment du sens. On se dit pourquoi on ferait ça, mais en fait c'est techniquement faisable, donc on va un jour le faire. Tu vas me dire, «Pourquoi est-ce que je repasserais en brouillon un truc qui est déjà terminé?» Bah, j'en sais rien, mais si c'est faisable, un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va cliquer et qui va le faire. Et là, qu'est-ce qui va se passer dans ton système? Et c'est tous ces trucs-là qu'il faut prévoir. Il y en a de partout. Et en fait, à chaque degré de liberté, tu ajoutes un degré d'erreur possible. Bah, dans un ERP, des degrés de liberté, tu en as partout. Au bout d'un moment, le niveau de complexité devient exponentiellement complexe et en fait, c'est quasiment impossible de maîtriser, 100, en tout cas pas en one shot comme ça, si tu te dis, «Tiens, je fais un petit dev, en 2 jours ou 3 jours et ça va faire ce que je veux», il y a des chances qu'il y ait des trous. Après, dans certains cas, les trous dans la raquette sont pas très graves, ça dépend du but. Si, par exemple, tu as une petite équipe, d'une 15 ou vingtaine de personnes, qui utilisent le logiciel et puis que tu fais des réunions et tu préviens tout le monde: «Voilà, on a fait un dev, il nous permet de faire ce qu'on veut, mais il marche que dans tel et tel cas. Il faut être précisément sur le devis de tel type et là, je clique, ça marche. Par contre, si vous êtes ailleurs et que vous cliquez, ça va cracher, c'est pas grave, c'est comme ça, on le sait et puis, on s'embête pas plus que ça». Et ben, ça te coûte pas très cher. Tu fais ton truc, ça te coûte 2 jours et voilà. Par contre, on est bien d'accord que c'est un process dans lequel toute l'équipe est parfaitement au courant que si elle est pas exactement dans le bon devis au bon endroit et que quand elle clique, elle a un traceback, bah, c'est pas grave, elle revient en arrière et elle se plaint pas parce que ça fait partie du jeu, bah, tout le monde est OK. Le problème, arrive à partir du moment où tu veux que n'importe quel utilisateur du système puisse cliquer sur n'importe quel bouton qui lui est présenté et qui est, on va dire, une réponse cohérente du système et pas de crash. Parce qu'évidemment,
Nous, en tant qu'éditeur, on a une responsabilité différente. Si je fournis un module à un client, le client, évidemment, il clique quelque part, parce qu'il voit un bouton, il me dit: «J'ai un traceback, c'est pas normal, il faut corriger», tu vois? Et là, tu beau lui dire: «Oui, mais c'était pas prévu, ce cas-là dans la spec, on n'en avait pas parlé, donc on l'a pas implémenté». Elle va dire: «Bah oui, mais bon, j'ai quand même un traceback». Donc en fait, voilà, ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'on peut faire passer comme message, c'est que le développement, spécifique, justement, le premier piège, en fait, ça va être, un peu l'inconnu. C'est-à-dire qu'on peut être, le meilleur expert au monde, il restera quand même, une part d'inconnu, une faiblesse liée à la complexité, du système qui fait que on va avoir des itérations, pour avoir quelque chose de propre. Oui, c'est ça. Ça paraît, très, présomptueux d'imaginer que tu peux prévoir absolument tous les cas de la façon dont ton logiciel peut être utilisé par un utilisateur, je dirais, lambda, dans la nature quelque part sur n'importe quel ERP où qu'il soit. Il y a, souvent, quelque chose qui est pas toujours, fait et qu'on fait nous, et qui coûte cher, mais qui est nécessaire, c'est les tests unitaires. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Alors, justement, les tests unitaires, c'est la suite logique de ce qu'on vient de dire. C'est que puisque on doit essayer de prévoir le maximum de cas possibles, en tout cas de cas, qui ont du sens, et ben, on va les encoder ces cas-là sous forme de tests unitaires en disant: ben voilà, ma fonction en entrée, elle prend tel paramètre, je sais pas, elle prend une date, et ben, je vais devoir tester plusieurs choses. Je vais devoir tester que la date, c'est exactement la même qu'aujourd'hui. Je vais devoir tester que la date, c'est, une date dans le futur. Je vais devoir tester que c'est une date dans le passé et puis après, je vais devoir tester des cas un peu, tordus, du genre, et si je mets comme date, l'année 0, heure 0, seconde 0, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche ou est-ce que ça plante? Si je mets, une date qui est dans le futur, mais genre, très loin, genre, l'an, 250 000, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça plante? Comment ça fonctionne? Est-ce que mon truc tourne en boucle et que le système s'écroule parce que, il y a un calcul récursif? Tu vois? J'en sais rien et en fait, tu vas me dire: «Oui, pourquoi on ferait ça? Pourquoi je devrais vérifier que mon logiciel, il accepte de prendre l'an, 99 999?» Je veux dire, bah, c'est pas que ton logiciel doive ou pas l'accepter, c'est qu'un jour ou l'autre, si il est possible d'entrer ça dans le widget, je dis pas que c'est toujours possible, mais il y a aussi les API, tu vois? Et ben, il est possible qu'un jour, il y ait, quelqu'un qui, se trompe dans un fichier Excel et mette un 0 de plus ou un 9 de plus, dans un formulaire ou juste mette une virgule de plus dans un CSV et qu'en fait, ça soit pas la bonne colonne qui soit envoyée, tu vois? Et que, ton logiciel reçoive cette donnée et que là, il se mette à avoir un comportement qui est pas celui prévu. Et si le comportement pas prévu, c'est j'utilise 100 du CPU jusqu'à ce que, le serveur meure sur place, et ben, tu auras un bug et ce bug-là, tu dis: «Ouais, mais bon, tu avais qu'à pas m'envoyer, 9 999 dans ce champ-là». Oui, OK, mais moi, j'ai juste fait une erreur d'une virgule dans un CSV, j'ai essayé d'uploader et puis le système s'est écroulé, c'est pas tout à fait normal, tu vois? Donc les tests unitaires, ils servent à ça. Même là, c'est la gestion des erreurs même, parce que, pour moi, les tests unitaires, c'est, lors d'une mise en prod que tu exécutes des tests unitaires. Alors ouais, tu le vois à travers SH parce que SH, il joue les tests unitaires avant, mais en fait, dans le processus de développement normal, on va dire, nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on a des tests unitaires qui sont écrits, qui essayent de trouver tous les cas normaux et anormaux qui doivent être gérés, puisqu'en fait, comme je le disais, ton programme, il doit gérer les cas normaux, c'est-à-dire, si on me donne une date qui est dans 3 jours, je fais mon calcul et tout va bien. Mais, si on me donne une date qui est, dans le passé, je refuse. Si on me donne une date qui est supérieure à telle valeur, je refuse en disant: «Bon les gars, vous êtes gentils, mais, on est en l'an 2000, donc l'an 47 000, j'en ai rien à faire, par exemple, hein, c'est un choix, mais en tout cas, fonctionnellement, tu dois avoir prévu l'affaire. Tu le mets dans des tests et après, ce que tu fais, c'est que ces tests, tu les joues à intervalles réguliers. Et l'intérêt des tests unitaires avec Odoo, c'est que tu peux les jouer au niveau de ton module. Donc déjà, ça permet de vérifier juste est-ce que mon module fait ce qui est prévu qu'il fasse. Mais surtout, tu peux les jouer dans un serveur Odoo avec tout installé en même temps. Et donc ce qui se passe, c'est que tu vas avoir ton module, mais tu vas avoir les interactions avec tous les autres modules. Et dans certains cas, tu vas t'apercevoir que, bah, c'est le test d'un autre module qui provoque une interaction avec le tien. Parce que le tien, il peut très bien être au milieu d'une chaîne de calcul qui va être appelée par autre chose, qui eux, ils avaient prévu des cas que toi, tu avais pas prévus et que ton module plante quand, ce cas-là arrive. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc du coup, en effet, c'est ce que je voulais dire. Je voulais parler des effets de bord parce qu'on c'est pas toujours compris. L'effet de bord, c'est quand, tu as un module que tu as fait, qui est OK, il fonctionne, il est là depuis 2 ans, ça se trouve et puis, tu vas décider, d'installer un nouveau module générique, d'un autre éditeur ou n'importe quoi et paf, là, c'est ton bon vieux module qui pète pour une raison inconnue et donc, les tests unitaires, ils vont permettre, bah, du coup, de vérifier que ça marche ou ça marche pas et puis aussi, un truc hyper important qu'on n'a pas dit mais, tout ça, ça génère des logs
et ça va éviter d'être dans le noir. C'est-à-dire que, quand, il y a une erreur, quand il y a quelque chose qui pète, bah, du coup, en fait, on est prévenu, on est capable d'analyser, on est capable de savoir ce qui se passe et notamment, si jamais tu as une collection de modules dans lesquels tu as des tests unitaires, bah, quand tu vas mettre en prod une nouvelle itération sur un autre module et que ça va impacter un autre module, bah, tu vas être averti, tu vas pouvoir corriger vite, alors que sinon, il va falloir enquêter pendant des mois, quoi. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est quand tu as fait des bons tests unitaires et que, comme je disais, en fait, les tests unitaires, en fait, c'est pas tellement, une question technique, même si ça l'est à un certain niveau, mais c'est surtout une question fonctionnelle, c'est-à-dire, dans ma spécification, quels sont les cas d'usage prévus que je dois traiter? Donc, quelles sont toutes les entrées valides et quelles sont toutes les réponses valides? Et quelles sont toutes les entrées complètement invalides qui doivent donner lieu à une erreur? Et quelles sont les erreurs que je renvoie? Et donc à partir du moment où tu les as toutes écrites, ces cas et que les autres modules les ont toutes écrites, et bah, effectivement, quand tu testes le système dans son entier, tu es censé pouvoir valider que, le système, quand je vais installer ces 12 modules ensemble, ça va bien se passer. Mais ça dépend quand même du fait qu'il y ait des tests qui soient écrits, ce qui est pas forcément évident et je reviens au point 1 de l'émission qu'on vient de dire, juste avant, qui est, en fait, c'est assez présomptueux d'imaginer que tu vas être capable de prévoir tous les cas. Donc c'est-à-dire que même une fois que tu as fait plein de tests unitaires, ce qui sont indispensables et hyper importants, hein, j'essaye pas de dire que c'est pas une bonne chose, mais une fois que tu as fait tous tes tests, c'est pas pour ça que tu vas pas quand même rencontrer des problèmes parce que malheureusement, les tests unitaires ne prévoient pas tous les cas. En général, tu as pas toujours tout prévu. Et alors du coup, ça fait une différence avec, ceux qui en font pas parce que en termes de coût, bah, ça change un peu la donne. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, j'ai un client l'autre jour, il m'a dit: «On vous avait consulté, vous nous avez dit, je sais plus combien, et puis on a trouvé un indépendant qui a fait le job en 15 jours et ça marche». Ouais, on peut toujours trouver quelqu'un qui fait ça moins cher. Honnêtement, tu peux avoir de la chance aussi, hein. Tu peux en effet, avoir, quelqu'un qui va te faire du dev, qui va tenir, et puis, sans test, sans rien, quoi. Oui, mais pendant combien de temps? C'est un facteur chance. C'est la vraie question. C'est que oui, bien sûr, tu peux jouer à la roulette russe, tu appuies et puis tu as 1 chance sur 6 de mourir. Bon, bah, ça fait quand même 5 chances sur 6 de survivre. Donc, la première fois, tu cliques, tu appuies, tu fais clic, tu dis: «Bah, tu vois, c'était pas si dur». OK, vas-y, bah, fais-le une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis, même si tu as beaucoup de chance, il y aura une sixième fois, quoi, tu vois? Alors j'exagère, c'est pas tout à fait la même chose avec les tests unitaires, mais la réalité, on en a déjà parlé dans cette émission quand même régulièrement. Tu as des migrations, tu as des montées de version, tu as, des nouveaux modules, tu as tout un tas de choses qui font que ton code, aujourd'hui, il fonctionne dans ton environnement à l'instant T avec tes modules, avec telle version dodo. Demain, il faut monter de version. Comment tu fais pour monter de version? Bah, tu modifies ton code, mais tu as pas de test. Donc, qui te dit que la nouvelle version que tu viens de faire de ton nouveau code continue à fonctionner? Tu en sais rien. Donc, à minimum, même si ça marche très bien, il va falloir au minimum que tu refasses des tests fonctionnels, réels, complets, en disant: «Je reteste l'intégralité du module et l'intégralité des cas que je connais», hein, parce que je suis quelqu'un de bien, je les ai écrits dans ma spécification, quelles sont toutes les entrées valides, quelles sont toutes les sorties valides. Sauf que ça, très rapidement, ton client ou enfin toi, si c'est toi qui as écrit ton module, tu vas en avoir assez, hein, parce que la réalité, c'est que des migrations, ben, si tu suis Odoo, il y en a une par an. Donc si tous les ans, tu dois te retaper de retester tout et puis en général, ton module, assez rapidement, il fait quand même des choses parce que sinon tu ne l'aurais pas écrit, donc c'est le truc important dont tu as besoin. Est-ce que tu as vraiment envie de retester tous tes cas, tous tes, je sais pas, 27 ou 30 cas que tu as à chaque fois? Odoo, ce n'est pas encore très clair pour vous? L'expertise Orbit est là pour vous accompagner. Sur orbit.io, prenez directement rendez-vous avec Franck ou Florent, experts depuis plus de 15 ans. Un clic sur la rubrique blog et vous bénéficiez des très nombreux articles en accès libre. Odoo n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Bah, après, ce qui va se passer, c'est que si jamais tu as pas de test unitaire, il va y avoir des tests humains qui vont être faits, sur un environnement de recette. Là, ils vont penser que tout va bien et justement, ils vont passer en prod et là, ils vont faire des choses que, tu avais pas fait en recette et donc ça veut dire que tu as une période, pendant, 6 mois, 1 an où, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui remette des coups de tournevis, et qui soit prêt à intervenir pour que ça marche, quoi. C'est vrai que nous, on privilégie le fait d'écrire des tests et surtout, ça ne veut pas dire que, quand j'écris des tests, tous les tests sont écrits, dès le début et que tout marche parfaitement et qu'on a une couverture de 100. Mais par contre, le jour où tu me remontes un bug, bah, qu'est-ce que je fais?
j'analyse ton bug, je vérifie si j'ai des tests qui le couvrent ou pas. En général, si c'est un bug, c'est que j'avais pas déjà des tests et qu'est-ce que je fais? Bah, j'écris un test et donc la première façon que j'ai de traiter ton problème, c'est juste je prends mon framework de test qui est déjà existant, j'écris ton test sous la forme de voilà un nouveau cas de test avec des nouvelles entrées que l'utilisateur a fait et voilà ce que j'attends comme vrai résultat. Comme tu viens de me le dire, tu viens de me dire: «Bah, ouais, j'ai mis telle valeur à l'entrée et puis ça m'a pas fait le bon calcul. Le bon calcul, ça devait être ça». Donc finalement, c'est assez facile, j'ai déjà tout mon système de test, donc je mets voilà les valeurs d'entrée, et voilà les valeurs de sortie attendues, je lance, ça me fait une erreur, ça me fait exactement la chose que tu me dis et déjà je peux te dire: «Ah, j'ai reproduit ton problème», tu vois? Instantanément, sans même avoir eu besoin d'avoir une machine live ou quoi, je dis: «Ah oui, effectivement, je reproduis votre problème de façon garantie tout le temps». Là, bah, déjà, tu vois, mes développeurs sont vachement plus contents, ça va beaucoup plus vite et surtout, je te garantis que tu le retrouveras plus puisque je viens de le mettre dans les tests, tu vois? Donc c'est un cercle vertueux. Pour, répondre du coup à une question des pièges du développement spécifique, c'est que c'est pas vraiment des pièges, c'est juste qu'il faut savoir et il faut savoir quoi? Il faut savoir que, bah, du coup, il y a un coût d'entrée pour faire le dev qui lui-même comporte une part d'inconnu parce qu'il y a plein de scénarios, qui peuvent impacter, ce dev avant même qu'il soit mis en production et ensuite, suivant le soin que tu auras apporté, sur les tests unitaires, bah, tu auras plus ou moins, de coûts de maintenance finalement et de coûts de migration. C'est-à-dire que si jamais tu as un module où tu as pris soin de faire, des tests unitaires corrects et qu'il est bien ficelé, normalement, tu as des coûts de migration, qui sont moins chers et des coûts de maintenance qui vont être, moins élevés, même s'ils vont exister quand même. Ils vont exister quand même, faut pas rêver, surtout qu'il va falloir que tu modifies tes tests ou que tu fasses monter de version tes tests aussi. Donc en fait, tu augmentes encore ton coût d'un certain point de vue, hein. C'est pas, il y a pas de recette magique. Mais par contre, effectivement, ils sont plus prévisibles parce que comme tu sais quels sont tes tests, c'est tes spécifications sous forme de code d'un certain point de vue, en théorie. Vu que tu as mis l'intégralité de tes cas d'entrée, de tes cas de sortie dans tes tests, tu es censé pouvoir, en lisant ton code, savoir, ce que tu dois faire et ça, c'est un autre point important. L'un des pièges du développement spécifique, c'est de ne pas assez spécifier, de ne pas assez garder de traces écrites de ce que le module doit faire et donc en fait, tu reviens, 3 ans plus tard ou 6 mois plus tard. Des fois, tu arrives sur un module et c'est pas toi qui l'as écrit, c'est l'équipe d'à côté ou je sais pas quoi et tu as que du code. Ça t'est déjà arrivé ça, j'imagine? Tu arrives, on te dit, «Tiens, sur tel client, il y a un truc à regarder». Tu regardes, tu dis: «Mais attends, il y a des modules là, mais c'est où la spec?» «Bah, je sais pas, il y a pas de spec, il y a 3 tickets, on a fait deux trois trucs là», et puis tu as du code. C'est très souvent comme ça. Le minimum qu'on attend, c'est que le code soit un peu commenté, qu'il y ait des choses qui soient écrites, en commentaire par le développeur dans le code pour dire à peu près, qu'est-ce qu'il a voulu faire. Mais, c'est vrai que le client aussi, lui, il s'attend à ce qu'on lise le code, qu'on comprenne tout et que, il y a pas de souci. Mais, oui, la réalité, souvent, c'est que, ça va pas être, bien documenté et même, moi, ce que je constate, c'est que tu as des projets avec toutes les meilleures intentions du monde, qui démarrent un peu comme ça, avec des jolis specs, même des mock-ups, tu vois, qui expliquent tout et tu valides et puis tu développes et puis, tu mets en prod et après il va commencer à y avoir des itérations avec, des demandes d'amélioration, des nouvelles features, des migrations et cetera et là, en fait, la doc est pas maintenue et donc du coup, tu vas te retrouver avec une doc, mais qui finalement est obsolète et donc qui te permet d'avoir une petite idée de ce qu'on a voulu faire au début, mais qui représente plus du tout, ce qui a été fait après, quoi. Et encore autre chose, il y a ce que j'appelle le développement en lasagne, c'est quand, tu, rajoutes des couches. Et alors le pire truc que j'ai vécu, c'est, pour une, organisation, qui compte des centaines de milliers de personnes et au début, on a, déployé Odoo, sur, une branche, avec un tout petit budget et puis ils étaient contents. Et puis l'année suivante, ils ont remis un petit peu de budget et puis ils étaient contents. Et puis l'année suivante, ils ont remis un petit peu de budget et ils étaient contents. Et puis là, la maison mère, elle a fait: «Ah mais vous avez un truc qui est sympa là, ça nous plaît, c'est chouette, on aimerait le déployer sur, la totalité, de l'organisation». Seulement, on avait répondu à un périmètre fonctionnel qui était hyper réduit au début, sur lequel, on a rajouté des features sans savoir qu'un jour, il fallait que tout ça, ça marche, pour des centaines de milliers de personnes et donc, bah, on s'est pris les pieds dans le tapis, bien fort. Le client, il a pas compris, pourquoi ça marchait pas et cetera. Pourquoi on avait fait des choix au début, il nous a reproché d'avoir fait certains choix. Mais en fait, on n'avait pas la dimension au début, ce qui fait que, bah, il y a des choix qui ont été faits, qui étaient, pas bons pour répondre à la dimension totale. Il y a 2 gros dangers, c'est un, pas analyser suffisamment, au début, ce qu'on veut faire et puis 2, quand il y a des itérations, bah, le risque c'est, de complexifier,
le développement, et en plus, d'oublier qu'il y a pas que le code à maintenir, il y a aussi la doc. Tout à fait. Mais je crois que c'est juste il faut redire ce qui est. Le métier de développement, c'est pas un métier facile. On peut croire comme ça que le développement, c'est simple. D'ailleurs, des écoles de développeurs, il y en a partout maintenant et on peut apprendre à coder, on est chômeur et qu'on veut se réorienter. Souvent, on vous propose une école de dev, PHP ou je sais pas quoi, OK, c'est pas le sujet d'ailleurs, je critique pas ça, c'est une bonne chose. Mais ça reste un métier compliqué dans son ensemble et effectivement, comme tu dis, il y a plein d'aspects, notamment la documentation, notamment le fait de garder la connaissance dans la durée et moi j'insiste énormément, hein, sur le fait que le développement spécifique, c'est avant tout une connaissance du métier et de la documentation avant d'être du code. Avant même de toucher une ligne de code, il faut être sûr et certain de qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire, quels sont tous les cas et est-ce que, ça va fonctionner dans tous les cas d'usage et est-ce que ça va pas provoquer des problèmes par ailleurs? Fonctionnellement parlant. Il faut challenger l'utilisateur ou l'utilisateur clé pour être sûr qu'il va avoir besoin. En plus, il y a des statistiques, qui existent sur l'utilisation du spécifique qui est fait sur les logiciels qui, des fois sont hyper bas. Ça m'est déjà arrivé, de faire un module, complet avec, grosse prise de tête et jamais utilisé. C'est quelque chose, sur lequel, il faut faire attention également. J'ai eu une fois un client comme ça. Pour le coup, c'était un très, très gros spécifique, hein. Il y avait, 2 000 jours de développement, quasiment full spé. C'était un morceau sur, des gestions d'appels d'offres. Il m'avait fait faire un module de gestion d'appels d'offres hyper compliqué avec tout un tas de process, de machin, on demande aux fournisseurs, bla et c'était un truc, mais extrêmement compliqué, qui nous avait coûté quand même, relativement cher, pas les 2 000 jours, hein, bien sûr, mais un petit paquet dans l'histoire et en fait, comme tu dis, ce truc-là n'a jamais été utilisé. 6 ans ou 7 ans après, je me rappelle plus très bien, j'avais regardé combien d'appels d'offres il y avait dans le système. Il y en avait 2. C'était les 2 de test qu'on avait fait au tout début. Oui, ben voilà, ouais. Ton histoire d'appel d'offres, ça fait penser à un client, à un autre client qui, lui, il a développé, en faisant du développement maison, on va dire en interne, un module, pour traiter ça. Comme, il y a pas vraiment de méthodologie, comme, ils ont pas vraiment, écrit des specs, complètes au début et que ça a fonctionné par itération avec, en obéissant en fait, à l'utilisateur qui, demande ça: «Ouais, mais je veux ça en plus». OK, pom pom, on fait. Ensuite: «Ah ouais, mais il manque ça», pom pom et donc du coup, là maintenant, le résultat c'est qu'il y a un module qui fonctionne, mais, qui est pratiquement, inutilisable, en termes, d'interface, quoi. En termes d'UX, ouais. J'imagine que le cheminement, en fait, correspond à un chemin tellement tordu que seul le gars qui l'a designé au début peut l'utiliser et tous les autres, sont perdus et peuvent même pas avancer, quoi. Même le mec qui l'a designé, ça se trouve, il est perdu aussi, hein, mais on a cité pas mal de pièges finalement, dans le développement spécifique, donc c'est pas une blague, hein. Il y a vraiment des pièges, que ce soit pour, le client ou que ce soit pour l'intégrateur, le développeur. En fait, il y a plein de pièges. Je pense que le premier, vraiment le plus important, c'est, celui, du budget, mal dimensionné. C'est-à-dire que, il faut, être réaliste, on a vu tout ce qui avait besoin d'être fait pour que ça fonctionne bien, donc ça veut dire que ça va prendre du temps, donc ça veut dire que ça va coûter cher. Je pense qu'on peut dire qu'il y a peu d'acteurs qui sont, aujourd'hui, capables de porter des développements spécifiques. Il faut quand même avoir, les reins assez solides parce qu'il faut avoir conscience que, le budget prévu au début, il peut évoluer et qu'il va falloir, y aller, quoi. Effectivement, je pense qu'il y a peu d'utilisateurs de RP qui peuvent se permettre de financer et de développer par eux-mêmes en interne des développements spécifiques. Parce que ça nécessite d'avoir des ressources humaines, de garder la connaissance, d'écrire des specs et donc tout ce qu'on vient de dire avant. Et donc finalement, quand toi tu es utilisateur et que c'est ton ERP, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui a un peu plus de sens quand même et on en parle souvent ensemble, c'est le développement non pas, spécifique juste pour toi, mais un développement qui serait un peu plus générique, qui serait fait par un intégrateur, dans lequel toi, tu vas quand même pouvoir y trouver ton compte. C'est-à-dire, en fait, de déléguer à un intégrateur le fait de faire un développement qui, pour toi, va répondre à un besoin, mais qui, pour d'autres, va répondre à peu près au même besoin et que, du coup, la maintenance soit partagée à plusieurs clients et que ça soit un professionnel, en fait, qui le fasse, donc qui a plus de chances de le faire bien. Bon, je prêche pour ma chapelle, c'est consulter des professionnels pour faire ce genre de choses, ne faites pas ça chez vous, quoi. Mais c'est vrai, en fait.
En fait, un développement spécifique, c'est vraiment je vais faire le module qui va porter le nom de ta société, dans lequel je vais mettre plein de choses et cetera. Le module générique, c'est on dit: «OK, bah, là, en fait, tu as un besoin, qui répond à des problématiques, générales qui peut intéresser d'autres personnes et en plus de ça, l'idée, c'est qu'on va développer pour Odoo et pas pour le client» et ça, c'est vachement différent. C'est-à-dire que, déjà rien que le développeur, il aura pas besoin d'installer toute la stack client sur son poste, ce qui parfois peut être, bien compliqué et bien chronophage et on va plutôt développer une fonctionnalité supplémentaire, pour, Odoo. Je parle du logiciel, hein, bien entendu, qui va répondre aux besoins du client et que nous, on va pouvoir, mettre, sur une étagère et avec, l'idée de le maintenir et de le monter en version, dans le futur. Donc ça, ouais, c'est vraiment un modèle qui me plaît beaucoup. Quand nous, ce qu'on demande, c'est, au client, bah, de porter quand même le coût de dev parce que c'est pour lui qu'on le fait, mais on reste propriétaire et après par contre, il va pas payer, de coûts de migration, supplémentaires ou de coûts de maintenance. On va le porter nous, quoi. C'est important de séparer les 2, tu vois? C'est parce que souvent, même moi, hein, j'ai tendance à penser que du développement, c'est forcément, du développement spécifique. Alors qu'en fait, il y a vraiment le développement spécifique, comme tu disais, où c'est, mon module à moi pour ma société. D'ailleurs, il est tellement à moi que j'ai mis mon nom dedans et il y a du développement qui pourrait être un peu plus générique et que je fais exprès de rendre générique de façon à ce que, il soit réutilisable ailleurs. Et alors si c'est moi, en tant que société, utilisatrice de Odoo, je suis pas éditeur, donc je vois pas tellement pourquoi je le ferais, quoique ça peut être pour, contribuer, à l'open source. Mais par contre, si c'est votre intégrateur, si c'est mon intégrateur, je cherche un intégrateur, lui, il va être intéressé à le faire. Ça a du sens pour lui de le faire et je pense que c'est le meilleur des 2 mondes parce que le client, effectivement, comme tu disais, il peut, y trouver un avantage, financier et puis surtout, technique et fonctionnel. C'est-à-dire qu'il y trouve, une stabilité, quelqu'un qui va le maintenir, enfin et il échappe à un certain nombre des pièges qu'on vient de nommer. On peut citer des exemples, hein. Chez nous, on a, voilà, un module info légal, par exemple, qui permet d'enrichir des fiches entreprises. Module sirène, qui permet de compléter des informations d'entreprise, aussi, directement. Donc ça, on a considéré que c'était très générique et donc du coup, c'est des modules, qu'on porte, nous-mêmes. Je pense qu'on a fait le tour là, Moi, je me permets de faire toujours, hein, un peu d'autopromotion. On a aussi le module, Redner, qui est un outil pour l'éditique, pour imprimer des rapports. C'est pareil, c'est un module qui est assez générique, utilisable par, plein de clients différents, dans des cas d'usage qui sont plus ou moins toujours les mêmes. Envoyer des emails ou imprimer des factures ou imprimer, des rapports divers et variés, quoi. ouais, des propositions, jolies en PDF et cetera. Oui, c'est vrai que dans Odoo aujourd'hui, personnaliser les alors les rapports, ça parle peut-être pas à tout le monde. Il faut dire que c'est tout ce qu'on imprime au format PDF, tu vois? Et donc en effet, dans Odoo aujourd'hui, avec Studio, on arrive à faire des choses, mais c'est pas encore, vraiment au point et après, on a peut avoir des problématiques de dimension, des nombres d'envois qui, à un moment donné, vont être difficilement supportables par Odoo tout seul. La promo, c'est bon? Ou tu Ah là, ouais, non, c'est bon. Moi, tu sais, l'autopromo, c'est tac tac, je suis content de moi et c'est bon, hein. Super. Bon, donc du coup, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que le développement spécifique, bien sûr que, il y a des cas où c'est nécessaire. On a plein de clients pour qui on fait du développement spécifique. C'est quelque chose qu'il faut bien préparer. On a dit qu'il fallait bien budgéter. Il faut prendre conscience que, ça peut dépasser. C'est-à-dire que, voilà, c'est un fait, qu'il y a des coûts cachés, avec, des coûts de maintenance, des coûts de migration. Alors, il y a des coûts qui peuvent être cachés si l'intégrateur, qu'on choisit, n'est pas assez honnête. Ce qui fait un peu ce que tu dis, parce que tu sais, tu as dit l'autre fois, «J'ai un client, il est parti avec quelqu'un qui m'a fait moins cher». Mais souvent, c'est qui m'a proposé moins cher au début. Mais in fine, revoyons-nous dans 3 ans et on verra, est-ce que c'est moi qui avais raison ou est-ce que c'est lui qui avait raison? Oui, s'il y a pas les tests unitaires, si c'est pas documenté et cetera, c'est sûr ça va coûter moins cher, mais bon, c'est sûr qu'il faut voir, un peu, au-delà de la première année, voire des quelques années qui suivent. Il y a ce fameux développement lasagne qui est un gros risque aussi, hein, donc de rajouter des couches et des couches et des couches, parce qu'à un moment donné, on atteint quelque chose de très complexe et souvent, pas documenté. Cependant, oui, je voulais rappeler quand même que, on a abordé, tout ça par la négative, donc encore une fois, fuyez! Mais non, il y a une réalité, quand même, c'est que ce qui est génial, c'est de pouvoir le faire. C'est que sur Odoo, on a un logiciel qui est ouvert et on peut faire tout ce qu'on veut et donc c'est juste qu'il faut se donner les moyens et qu'il faut être, conscient, de ce que ça représente, comme coût, mais le bénéfice peut être extraordinaire. Tout à fait. Mais j'aime bien cette conclusion, je suis assez d'accord avec et j'ai pas tellement envie de rajouter dessus, je la trouve très bien. Il y aura pas d'épisode suivant. On va faire un épisode, pour synthétiser un petit peu, les 9 épisodes qu'on a enregistrés et on va aussi, parler de quelque chose,
qui est indispensable et qu'on n'a pas abordé, c'est, Odoo, ça fait quoi et d'où ça vient? Bah oui, mettre un peu de contexte maintenant qu'on a fait tous les zooms. Exactement, donc là, on va faire, une vision à 360 sur Odoo. On va revoir un petit peu tous les sujets qu'on a abordés et puis surtout, bah, on va vous raconter, l'histoire d'Odoo, d'où ça vient et pour qui ça peut être utile. Je suis pressé d'être la semaine prochaine alors. On écrit des articles de blog aussi, qui sont, attachés, au blog. Si jamais, tu pas le temps de nous écouter ou que, tu pas envie de nous écouter, bah, il y a aussi un format écrit qui est en train d'être rédigé et qui va permettre, de retrouver toutes ces infos au format écrit. Moi, j'aime bien lire aussi, donc écouter, c'est sympa, mais lire, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pratique dans certains cas, ouais, c'est clair. Bah écoute, à la semaine prochaine, Franck. Ça marche, Florent, à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Orbit, le podcast qui décrypte la plateforme Odoo. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Orbit est sur LinkedIn, YouTube et bien sûr sur notre site internet, sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec nous directement à l'adresse orbit.io. On a besoin de vous pour exister, on a besoin de votre aide, que ce soit sur Apple, sur Deezer, sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes où vous avez trouvé le podcast. Vous pouvez nous aider en le disant autour de vous, en utilisant les commentaires, en mettant des étoiles, des pouces bleus, des je ne sais quoi, ça dépend de la plateforme une fois de plus, mais en tout cas parlez-en, c'est bon, mangez-en, dites-le aux autres. Orbit le podcast revient la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, merci beaucoup, ciao.